Bienvenue dans votre espace La Voix de l'Environnement. La Voix de l'Environnement à la COP27 reçoit Madame Cécile Martin-Phillips. Elle est la directrice de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui est un organe subsidiaire de l'OIF. On entend par OIF, Organisation internationale de la francophonie. Madame Cécile, bonjour. Bonjour. Alors, ceci est devenu une tradition pour l'IFDD de prendre part aux différents COP accompagnant la mise en œuvre des 3 conventions de Rio et beaucoup plus prononcé sur les COP climat. C'est quoi aujourd'hui l'offre de l'IFDD pour la COP27 ici à Sharm el-Sheikh? Merci beaucoup. Alors déjà, pardonnez-moi parce que je n'ai plus de voix au bout d'une semaine de COP, à force de parler. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous dire que l'accompagnement sur les 3 conventions, désertification, biodiversité et climat, est au même niveau. Le fait est que la COP Climat a développé des pavillons depuis quelques années et donc nous avons effectivement de l'espace visible. Mais l'accompagnement que nous faisons auprès de nos négociateurs et nos négociatrices francophones est le même pour chacune des COP. Et nous le faisons aussi sur l'énergie en marge du Congrès mondial de l'énergie et de l'Assemblée générale de l'IRENA, à savoir d'abord faire un guide des négociations. Qu'est-ce que c'est un guide des négociations? C'est faire un état des lieux en papier, un décryptage des différents points à l'agenda des négociations pour nos délégations francophones qui n'ont pas forcément soit le temps, soit les capacités en termes de ressources, donc d'effectifs, de personnes qui peuvent suivre finement ces agendas, en fait, ces points en négociation qui deviennent en plus de plus en plus techniques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous organisons en fait des formations avant chacune des COP, mais aussi juste après chacune des intersessions des COP, pour être sûr en fait que nos pays membres et nos délégations nationales soient bien au fait, encore une fois, de chacun des points à l'agenda. Nous donnons aussi un renforcement de capacité en termes de négociation, de techniques de négociation, pour être sûr aussi que nos francophones, qui ne sont pas forcément toujours à l'aise dans un monde anglophone, aient les moyens et les outils pour exprimer et réellement faire entendre leur voix dans les négociations. Et enfin, nous organisons des concertations au niveau technique et ministériel en plein pendant la COP, de façon à ce que les ministres ou les techniciens, les experts puissent échanger sur un point chaud des négociations. Pour cette année, nous avons identifié comme point à l'agenda l'accès à la finance climat. Et donc nous avons organisé cette concertation ministérielle francophone sur l'accès à la finance climat et comment la solidarité francophone pourrait faire en sorte, de renforcer l'information en français à l'accès à cette finance climat qui est multiple. 2, comment renforcer aussi l'accès à la formation à ces mécanismes de financement climat. Donc voilà un peu l'accompagnement que nous faisons. Et nous faisons la même chose pour la COP biodiversité qui a lieu en décembre à Montréal. Et nous avons fait la même chose à Abidjan pour la COP désertification. Et nous allons faire la même chose sur l'énergie en janvier, en marge de l'Assemblée générale de l'IRENA. Justement, ici à la COP27, alors qu'est-ce qui meuble l'agenda des activités de l'IFDD? Alors, cette année, nous avons décidé d'avoir deux agendas en soi, donc même 3. Nous avons bien sûr cet accompagnement des négociateurs qui est un agenda en soi et qui est une activité phare vraiment importante pour nos pays francophones. Par ailleurs, nous estimons depuis déjà maintenant plusieurs années et nous soutenons l'organisation d'un certain nombre d'événements parallèles sur le pavillon de la francophonie qui permettent à nos pays francophones de faire la promotion de leurs bonnes pratiques ou de leurs bonnes initiatives ou projets en matière, qui luttent en fait contre les changements climatiques sur le pavillon de la francophonie. Et donc nous leur donnons un espace pour ce faire. Mais nous nous sommes aussi dit que nous avons réalisé surtout 7 individus sur 10 dans la francophonie à moins de 35 ans. Donc quelque part, les événements parallèles avec des experts qui ont une quarantaine d'années,
ça ne s'adresse déjà plus suffisamment en fait, à la majorité de la population francophone. Donc il est temps maintenant aussi de donner la voix et la place à ceux qui sont peut-être moins experts, mais qui ont une voix et qui ont une opinion et qui ont des expertises et qui ont des projets sur le climat et qui sont jeunes. C'est pour ça que nous avons créé cet espace aussi jeunesse qui permet de vulgariser ou en tout cas de promouvoir des initiatives avec une voix un peu différente de celle des experts, mais qui parle encore justement de comment lutter contre les changements climatiques. La perception des pays en direction de l'IFDD qui justement coordonne les actions de développement durable, environnement et autres, est portée un peu sur un regard de partenaire d'appui au développement. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui vous parvenez à projeter un regard différent sur l'IFDD en tant qu'organisation? Bon. Notre travail est toujours le même. Nous sommes un institut. Nous sommes là pour inspirer le changement. Comment nous faisons ça? D'abord, nous informons en français sur les enjeux de demain et les enjeux d'ailleurs d'aujourd'hui, que ce soit sur bien sûr le climat, mais que ce soit sur l'économie bleue, l'économie circulaire, que ce soit sur la neutralité carbone, etc. Nous formons, nous développons des outils et des formations qui répondent à ces enjeux aussi, que ce soit sur la régulation ou sur la tarification de l'électricité, que ce soit sur comment accompagner les collectivités locales à faire des plans, à cibler les priorités en termes d'objectifs de développement durable, comment est-ce qu'on peut accompagner donc les négociateurs et négociatrices, comment est-ce qu'on peut soutenir aussi nos agriculteurs à choisir correctement les semences de façon à ce que leurs terres ne s'appauvrissent pas. Ce sont des outils que nous développons en nous appuyant sur qui? Sur nos partenaires francophones. Nos partenaires francophones et les experts francophones sont nombreux. Nous cherchons finalement à mettre tout le monde autour de la table et à faciliter l'échange de cette information et la mise en relation. Donc littéralement, nous sommes là pour faire l'étincelle. Et des fois, nous allons effectivement jusqu'à donner ce petit plus qui va peut-être mettre le pied à l'étrier sur un projet. Mais notre cœur de métier est réellement d'inspirer le changement. Oui, Madame Cécile, l'IFDD également a accompagné durant un certain temps la production de la revue Liaison énergique francophone, qui était un espace ouvert aux différents acteurs scientifiques et autres sur le regard porté, les analyses portées sur la recherche et autres. Ça. Qu'en est-il aujourd'hui de cette initiative? Alors, c'est une très bonne question. Vous savez, entre-temps, on s'est dit que la communication devait évoluer. La communication a évolué extrêmement vite et la Covid-19 nous l'a bien rappelé. Nous avons vu que l'espace virtuel, en fait, a beaucoup évolué. Donc, nous sommes dit qu'il fallait se renouveler. D'abord, premièrement, parce que les gens ne lisent plus. Ou ils lisent 8 pages et ça va s'arrêter là. Deuxièmement, parce que les podcasts sont réellement aujourd'hui la source d'information principale des gens. C'est pour ça que nous avons développé Ma Voix pour le climat, par exemple. C'est pour ça que nous avons développé Ma Voix durable. Ça, ce sont des podcasts où vous avez de l'information comme si vous aviez liaison énergie francophonie, mais directement, en fait, pendant une demi-heure, 1 heure, dans l'oreille. Et nous avons développé aussi notre présence sur les réseaux sociaux pour relayer l'information et faire des billets de blog également. Donc il faut vraiment constamment réinventer la façon dont on transmet cette information. Le constat, c'est que Liaison Énergie Francophonie était un outil qui était très pertinent en son temps. Aujourd'hui, il faut qu'on le réinvente pour le faire peut-être plus court, plus centré, très focus. Et également à travers, c'est ce que je disais, les réseaux sociaux et les podcasts. Parlons de question d'accès au financement innovant. L'IFDD aujourd'hui, comment est-ce qu'elle se positionne justement sur cette question quand on sait aussi que des pays ont des regards portés sur l'organisation comme en tant qu'organisation pouvant les accompagner dans se préparer pour se positionner dans vers l'accès au financement innovant? Oui, c'est une excellente question. C'est une question qui nous a été tellement posée que nous sommes progressivement en fait renforcés pour apporter une réponse à nos pays francophones à la question. D'abord, comment ça a commencé?
nous avons approché le Fonds vert pour le climat et le Fonds d'adaptation pour devenir des partenaires, pour fluidifier l'information en français à comment accéder à ces fonds. Qu'est-ce que c'est que ces fonds? Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, faire des formations aux modalités et aux critères d'éligibilité de ces fonds. Troisièmement, l'objectif, c'était aussi d'accompagner à la mise en œuvre de ces fonds. Et donc là, on est devenu partenaire de mise en œuvre du Fonds vert pour le climat, par exemple, pour le Bénin, pour Haïti et bientôt pour le Tchad et pour la Centrafrique. Maintenant, on s'est dit qu'il fallait aller encore plus loin parce que les besoins sont tellement énormes qu'il faut vraiment qu'on fluidifie cette information qui est uniquement en anglais. Et donc, depuis un an maintenant, nous travaillons à développer des partenariats avec, par exemple, le NDC Partnership. Qu'est-ce que c'est que le NDC Partnership ? Ça a été créé au moment de la COP 21 à Paris pour justement donner accès à l'information, à ces mécanismes financiers aux pays membres. Sauf que toute l'information est en anglais. Donc nous sommes en dialogue très avancé avec le NDC Partnership de façon à ce que l'information soit maintenant aussi en français, accessible en français. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous pensons que un grand nombre de nos pays, peut-être, ne savent pas exactement quels sont les critères d'éligibilité aux différents mécanismes financiers. Deux, ils ne connaissent pas tous les mécanismes financiers parce que en fait, la finance climat est aujourd'hui multiple. Nous parlons tout le temps du Fonds vert pour le climat, pour le Fonds d'adaptation et autres, mais il y a aussi les banques de développement, multi et bilatérales, il y a aussi tous les fonds de pension et il y a tous les autres fonds qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous connaissez le fonds SNCF du R20, par exemple, qui s'adresse aux collectivités locales et qui finance des investissements entre 5 et 70 millions de dollars? Non. Voilà. Et bien ça, c'est justement ce qu'on essaye de faire. D'abord en développant un outil avec une dizaine de critères, un outil d'autodiagnostic pour les porteurs de projets publics et privés qui permettra en fait aux porteurs de projets d'être guidés, en tout cas sur les fonds auxquels ils pourraient être éligibles. Et ensuite, les mettre en relation avec ces fonds pour réellement qu'ils puissent développer des projets bancables. L'objectif ultime, ça serait d'avoir la capacité avec des partenaires de mettre en place en fait un soutien à chacun des pays ou des porteurs de projets au montage de projets sur les fonds dont ils ont besoin et auxquels ils pourraient prétendre sur leurs thématiques spécifiques. Quelles peuvent être les priorités des pays Comment est-ce que nous présentons ça en voie de développement, qui sont beaucoup plus dans un besoin d'accompagnement auprès de l'IFDD? Quels sont les mécanismes ou qu'est-ce que vous pensez pouvoir leur apporter pour les aider justement à aller vers une certaine forme de résilience? Un peu tout ça en fait. On parle de tout ça. On parle d'accès à la finance climat, on parle de plus d'informations en français, on parle plus de formation aussi en français. Et ici, entendez-moi bien, je ne suis pas en train d'opposer l'anglais et le français. Je suis juste en train de dire qu'à force de tous parler anglais, on s'appauvrit mutuellement. Donc on est vraiment plutôt en train de parler de multilinguisme qu'autre chose. On s'appauvrit et on appauvrit les négociations également. Quand on ne s'exprime pas dans sa langue maternelle, on s'appauvrit naturellement. Et là, je vais vous faire un pendant avec l'éducation, un parallèle avec l'éducation. Mes collègues qui travaillent à l'Institut de la formation, à l'Institut de la francophonie pour l'information et l'éducation, ont développé tout ce programme d'apprentissage de la langue française à travers leur langue maternelle. Voilà, ça c'est pertinent et les résultats sont là. C'est-à-dire que si vous commencez par parler votre langue maternelle avant d'apprendre le français et d'avoir le français qui est enseigné au fur et à mesure, vous avez des taux de réussite qui sont absolument incroyables. On devrait appliquer cette loi aussi pour les négociations. Oui, maintenant revenons un peu sur l'IFDD proprement dit. Alors, quelles sont justement les priorités d'action pour ces années à venir? Alors, nos priorités d'action, on intervient à travers 3 axes. Comme je le disais, l'information, la formation et puis des projets de terrain, mais qui sont là pour donner l'étincelle, l'impulsion au pays. Et on fait ça sur des projets très spécifiques, sur des thématiques précises. La première, c'est l'accès à l'énergie et les énergies renouvelables. La deuxième, c'est le nexus entre eau
énergie, agriculture, biodiversité, lutte contre la désertification. Troisième, c'est l'économie bleue et les activités génératrices de revenus autour du tourisme durable, notamment dans nos petits États insulaires en développement. Quatrième, c'est l'économie circulaire. Et là, je ne parle pas seulement de déchets, je parle réellement d'économie circulaire. Ça veut dire mode de production et de consommation propre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Revenons aux bases d'il y a 20 ans, quand on se posait la question de savoir comment accompagner nos industries à produire durablement et comment est-ce que ça peut leur bénéficier. Revenons aux bases de qu'est-ce que ça veut dire de consommer durablement aussi en termes de confort de vie, en termes de justice sociale. Tout ça, ce sont des thématiques qui sont vraiment les plus prégnantes chez nous en ce moment. Et pour sortir, cela fait bientôt quelques années que l'IFDD, lors des COP, organise une session de haut niveau en direction des ministres. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme bilan de cette initiative ? La concertation ministérielle, typiquement, je vais vous dire, la concertation ministérielle à Glasgow l'an dernier nous a permis d'identifier, en fait, les 10 ministres qui étaient présents ont tous fait le plaidoyer pour plus d'accès à la finance climat. Et donc, qu'est-ce que ça a donné ? Ça nous a lancé sur un programme que nous appelons Rio, justement, d'accès à le portail francophone d'accès à la finance climat. Et c'est tous les mécanismes que je vous expliquais, les outils que nous sommes en train de mettre en place pour favoriser cet accès à la finance climat. Cette année, la concertation ministérielle portait de nouveau sur cette thématique, de façon à valider que les hypothèses de travail sur lesquelles nous sommes en train d'élaborer sont bien celles qui répondent aux besoins de nos pays. Et l'an prochain, on ne sait pas encore. On verra effectivement quel est l'enjeu spécifique de nos pays pour la prochaine COP. Nous, ces concertations ministérielles, elles servent à quoi ? Elles servent réellement à s'assurer que le plaidoyer de nos ministres est entendu. Et ce plaidoyer à Glasgow, comme ici, c'est celui de l'accès à la finance climat. Maintenant, nous, comment on l'a transcrit ? On l'a transcrit à travers nos programmes d'action sur le terrain. Vous permettez que je rechute par là avec justement la place de la société civile dans le cadre de votre politique. Quelle place elle occupe ? On travaille avec tous les acteurs. Alors bien sûr, nous, nos partenaires principaux sont les États membres, mais nous travaillons avec les ONG, avec le secteur privé et avec la société civile globalement. Typiquement, je vais vous donner un exemple sur le bassin du Congo, l'initiative sur le bassin du Congo. Nous avons organisé un forum de la société civile en juin pour nous assurer que les idées de programmation que nous avions et de développement de projets correspondaient réellement aux attentes de la société civile. Et savoir aussi quels étaient les acteurs de la société civile qui pouvaient nous aider à mettre en œuvre tout ça. Deuxième exemple, le projet Nexus que nous développons s'appuie sur un autre projet que nous avons en ce moment qui vise à faire remonter justement de la société civile les innovations environnementales et les solutions de demain en matière environnementale, mais vraiment très pragmatiques, terrain, qui peuvent passer à l'échelle. Là encore, on s'appuie sur la société civile. En fait, quand on parle de société civile, on parle de qui ? On parle encore une fois de nos 70% de jeunes. Merci Madame Cécile Martin-Filt. Je rappelle, vous êtes la directrice de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Un grand merci à vous.